Quelques mots, bonjour à toutes et à tous. Au sein de notre commission des lois, nous avons décidé la mise en place d'une mission qui avait pour objectif, ou qui a pour objectif d'évaluer le texte, l'application de la loi du 19 mai 2023, texte relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. C'est un travail que la commission a confié à Mme Agnès Canayer et Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Le rapport a été présenté ce matin en commission des lois, dont les conclusions ont été approuvées, bien sûr, d'ailleurs à l'unanimité, pas dire les choses telles qu'elles sont. L'objectif de la mission était de savoir, à la date à laquelle nous sommes, si les obligations et règles fixées dans le cadre de la loi du mois de mai 2023 étaient respectées, si toutes les mesures avaient été prises, dans la mesure où, évidemment, les Jeux Olympiques démarrent maintenant bientôt. Ce n'est pas simplement la phase sportive, il y a toute une phase antérieure à la phase sportive, comme il y en a une d'ailleurs un peu postérieure. Mais moi, j'en ai déjà trop dit. Je vais laisser maintenant la parole à Mme Canayer et Mme de la Gontrie pour vous expliquer les contenus du rapport et les préconisations que nous formulons. Merci à vous. Je vous abandonne. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs. En complément de ce qui vient d'être présenté sur la mission que nous avons menée avec ma collègue Marie-Pierre de la Gontrie, pour vous dire que ça a été un travail qui nous a pris pas loin de 6 mois et au cours duquel nous avons mené plus de 95 auditions qui prouvent la multiplicité, j'y reviendrai, des acteurs qui sont concernés par cette question forte et cruciale de la sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, et que nous avons fait 5 déplacements pour aller voir un certain nombre de sites qui seront concernés, que ce soit le village, que ce soit le COJO, que ce soit notamment les centres de commandement opérationnel, et nous avons même été rencontrer les acteurs de la formation de la sécurité privée et puis suivre une expérimentation de vidéoprotection augmentée lors du conseil de Dépêche Mode, sujet sur lequel évidemment nous reviendrons puisqu'il était au cœur du texte de la loi de mai 2023 et des discussions que nous avions eues en amont au Sénat. Je ne reviendrai pas sur le contexte, vous le savez comme moi que c'est un événement hors norme, inédit, qui effectivement par à la fois le retentissement mondial, le nombre de personnes et notamment d'athlètes engagés, les 13 millions, plus de 13 millions de spectateurs, pardon, et une organisation multisite qui est quand même une première aussi pour l'organisation de Jeux Olympiques et Paralympiques. Le relais de la flamme qui est un enjeu fort aussi de sécurisation et qui débutera dès le 8 mai prochain, traversant plus de 400 villes et avec 10 000 relayeurs qui iront à travers l'ensemble de la métropole et même en Outre-mer. C'est là aussi un enjeu fort de sécurisation, tout comme ce qui sera le point d'orgue dont viendront dessus, la fameuse cérémonie d'ouverture du 26 juillet prochain, qui elle aussi par sa spécificité hors stade, dans un lieu ouvert, le long de la Seine, et par son ampleur et son organisation, soulève là aussi un certain nombre de difficultés de sécurisation. Nous avons pu apprécier au cours de nos auditions la mobilisation exceptionnelle et inédite là aussi sur la sécurisation, notamment parce que dans l'organisation, à la fois la répartition des compétences entre le COJO qui est chargé de sécuriser notamment toute l'organisation des manifestations sportives dans les stades et la répartition des pouvoirs avec la puissance publique qui est chargée, elle, de la sécurisation de la voie publique et des accès, et puis des collectivités territoriales qui devront sécuriser les clubs 24, les fameuses fan zones, ainsi que toutes les cérémonies ou manifestations annexes qu'elles organiseront à cette occasion. On voit bien qu'il y a une répartition tripartite
des compétences en matière de sécurisation qui, au début, nous a beaucoup inquiétés parce qu'on voyait bien cette démultiplication des acteurs. Et puis, au fur et à mesure de nos investigations, de nos auditions, nous avons pu percevoir qu'il y avait tout de même une réelle coordination entre l'ensemble de ses membres, notamment parce que, in fine, la personne qui a l'autorité supérieure et suprême sera le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et nous avons vu son investissement. Et sur la plaque parisienne, c'était une des actions et une des dispositions de la loi du 19 mai 2023. Il y aura une coordination et une unité des pouvoirs de police entre la personne du préfet de police Laurent Nunez, qui aussi est extrêmement investi, ce qui fait que cette unité de commandement au sein du comité national de coordination de la sécurité fait que ça permettra d'avoir un seul canal de gestion et de décision, notamment en cas de crise, puisque nous savons là aussi qu'il n'y a pas de risque zéro et que les risques qui ont été par ailleurs anticipés, évalués, notamment par les acteurs comme le Centre de renseignement olympique, et qui ont fait l'objet d'une analyse nationale très détaillée, réactualisée à plusieurs fois, sont bien à l'heure d'aujourd'hui encadrés, déterminés, quand bien même nous savons qu'il n'y a pas de risque zéro, et l'actualité montre là aussi que nous devons nous préparer malheureusement au pire, mais là aussi il y a dans ce que nous avons pu apprécier une anticipation qui est plutôt rassurante. Il y aura un engagement aussi de haute intensité de l'ensemble des forces de police dans le cadre du continuum de sécurité. Nous avons vu aussi que ce continuum était appréhendé et qu'il y avait une coordination entre les forces de sécurité intérieure. Plus de 35 000 personnes seront engagées chaque jour. Ça ira même jusqu'à 45 000 au moment de la cérémonie d'ouverture. Ces derniers seront secondés par des agents de sécurité. 18 000 agents de sécurité privés seront aussi mobilisés chaque jour, montant jusqu'à 24 000 le jour de la cérémonie d'ouverture. Et puis les dernières annonces du ministre des Armées, de l'engagement des forces armées à hauteur de 18 000 militaires, permettra là aussi de renforcer cette prise en charge de la sécurisation. Nous avons constaté aussi qu'il y a une vraie anticipation qui est aujourd'hui réalisée, notamment parce que toutes les mesures que nous avions mises en place dans la loi, les décrets d'application ont été pris, même si nous voyons que certains dispositifs sur lesquels nous avons eu de longues discussions, comme les scanners à ondes millimétriques, ne seront pas utilisés, et qu'en ce qui concerne la vidéoprotection augmentée, la mise en place tardive, par la prise en compte tardive des décrets d'application, fait que aujourd'hui, cette vidéoprotection augmentée, telle que nous l'avons pu voir lors, et je parle sous contrôle de ma collègue Marie-Pierre de la Gontrie, lors de l'expérimentation, prouve que ce ne sera pas à la totalité de l'opérationnalité prévue et que ces caméras seront encore très expérimentales et pas des outils totalement efficaces au moment des Jeux Olympiques, contrairement à ce que nous avions espéré, et qu'il faudra évidemment compenser par plus de forces de l'ordre, notamment sur le suivi, le contrôle, la détection via les images des vidéos ou des drones. Nous avons pu aussi considérer ou voir qu'il y avait une anticipation, notamment dans l'utilisation des forces de sécurité intérieure, par la mise en place des plans globaux de sécurité et des plans locaux pour chacun des sites. Des discussions en amont ont permis de rassurer les forces de sécurité intérieure sur les conditions dans lesquelles elles seront employées. Il y a là aussi une vraie anticipation, même si nous attendons encore un certain nombre de dispositions, et je pense notamment sur les décrets grands événements pour la cérémonie d'ouverture et pour les clubs 24, les fameuses fan zones qui ne sont pas encore aujourd'hui adoptées, et nous pensons qu'il est nécessaire que cela vienne assez rapidement. Pour vous dire assez rapidement, je vais passer la parole à ma collègue, que nous avons fait 55 préconisations. Ces préconisations, elles sont
pour, et c'est le titre de notre rapport, gagner la médaille d'or de la sécurisation des Jeux Olympiques. Autrement dit, ce sont des préconisations qui précisent et demandent d'aller juste un peu plus vite sur un certain nombre de dispositions, quand bien même nous avons considéré aujourd'hui que, en l'état de nos auditions, en l'état de nos échanges, nous pensons que les autorités, qu'elles soient de l'État, en lien avec le COJO, sont aujourd'hui dans une phase relativement préparée, d'anticipation, même s'il y a un certain nombre de points sur lesquels il faut encore accélérer, néanmoins qu'il y a une maîtrise relativement globale des dispositifs de sécurisation et une anticipation qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, sachant que, et on le redit, il n'y aura pas de risque zéro. À l'heure d'aujourd'hui, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie et que nous serons prêts le moment donné pour que ces Jeux olympiques et paralympiques soient une véritable fête du sport et que les risques majeurs, qu'ils soient terroristes, cyber, qu'il ce soit le risque des drones ou le risque chimique, nucléaire, etc., soient le plus anticipés possible. Voilà. Alors sur les préconisations, je vais peut-être te laisser la parole. Je vais raconter des tas de trucs. Vas-y. Alors je te laisse la parole sur les préconisations. Nous échangerons après. Alors, si vous avez des questions. On était un binôme parfait. Alors, vous l'avez compris, nous considérons que nous pouvons, après ces travaux qui ont effectivement été longs et denses, nous pouvons concourir sérieusement pour la médaille d'or de la sécurisation, même si nous ne le serons qu'après la fin des épreuves. Mais incontestablement, l'ensemble des auditions et des déplacements que nous avons faits nous ont permis de rencontrer des grands professionnels très investis qui nous ont donné en tout cas toute raison d'être très rassurés et très positifs sur l'organisation générale en matière de sécurité concernant ces Jeux Olympiques. Alors notre travail c'était de faire la vérification de l'exécution de la loi, donc on a regardé si les décrets qui devaient être pris l'ont été, c'est le cas. Un seul va devoir être pris encore, c'est le décret grands événements sur la cérémonie d'ouverture, parce qu'il y a la question des périmètres à adapter. Il y avait des petits retards qui ont été constatés mais qui ont été rattrapés sur la vidéosurveillance et sur la mise en place de ce qu'on a appelé le comité Vigourou qui est là pour vérifier la bonne réalisation de toutes ces techniques qui sont évidemment à surveiller. Ce qu'on a constaté aussi, et Agnès Canaillé l'a évoqué, c'est que, alors, toutes nos préconisations, il faut bien le comprendre, nous insistons sur des points. C'est-à-dire que vous pouvez penser qu'avec 55 préconisations, il y a donc beaucoup de choses à ajouter ou à modifier. Ce n'est pas le cas. Lorsqu'il y a eu des points qui n'étaient pas des points majeurs sur lesquels nous pensions qu'il fallait peut-être améliorer les choses, nous l'avons dit pendant le cours de nos travaux et ça a été pris en compte. Et donc, nous avons voulu insister sur un certain nombre de points, d'autant que nous sommes très attentifs aux leçons qui vont pouvoir être tirées de cet événement, de manière à ce que, ça nous a été dit ce matin par un de nos collègues qui est concerné par les JO 2030 dans les Alpes, que ça puisse aider et servir de référence. Donc, une chose qui nous a un petit peu surprise, il faut bien le dire, c'est ce que l'expression, je la reprends volontiers, vu qu'elle n'est pas de moi, du préfet Cadeau, qui est le délégué interministériel, c'est qu'on a constaté une comitologie foisonnante. C'est un joli terme pour dire qu'il y a beaucoup de structures qui sont impliquées. Alors oui, c'est vrai. Donc, à l'évidence, il y a une question de coordination de l'ensemble de ces structures, de coordination des services de l'État, de coordination entre les services de l'État et le COJO, et aussi avec les collectivités locales. Donc tout ça est une espèce de travail extrêmement complexe, qui est menée parce que c'était une des préconisations des modalités de la loi et qui a fait l'objet d'ailleurs du décret qui était nécessaire, qui est aidée par le fait que le préfet de police est, vous le savez, l'autorité unique et centralisée de commandement.
préfet au-dessus duquel se trouve le ministre de l'Intérieur. Et donc, cette comitologie foisonnante qui nous a, que nous avons trouvé assez intéressante, finalement, trouve sa solution dans ce système d'organisation et de coordination, mais qui n'est pas mince, parce qu'il y a aussi les collectivités, il y a 37 villes hautes, enfin, pas villes hautes, mais en tout cas où se déroulent des épreuves. Donc, c'était évidemment très important. Nous avons constaté au début de nos travaux, et les choses se sont normalisées au cours de cette mission qui a duré 6 mois, la question d'organisation, d'anticipation et ce qu'on pourrait appeler la question sociale, c'est-à-dire comment est-ce que l'ensemble des intervenants des forces de sécurité, de l'armée, mais aussi de sécurité privée, pouvaient anticiper leur mobilisation, s'organiser, savoir s'ils auraient des congés, pas des congés, quand, comment ils allaient faire pour faire garder leurs enfants, etc. etc. Si vous avez suivi l'actualité, j'imagine que c'est un peu votre cas, vous avez noté que le ministre a annoncé un jour de manière très nette qu'il n'y aurait pas de congé, donc ça dépend des corps concernés, mais pendant telle et telle période, qu'une prime serait proposée aux catégories d'agents qui seraient mobilisés pendant cette période. Donc les choses se sont affinées ainsi. Et de la même manière, les organismes de sécurité privée qui, au début, nous épargnent leur préoccupation de ne pas avoir de planning suffisamment précis. On a commencé en novembre. Désormais, tout ça semble rentrer dans l'ordre, même si on a bien noté qu'il y avait un très faible pourcentage d'appels d'offres concernant la sécurité privée qui n'avaient pas été alloués, mais que de toute façon il y a cette coordination, y compris avec les polices municipales, avec l'armée, et que donc tout ça allait sans doute s'emboîter au mieux. On s'est beaucoup intéressé à tout ce qui était gestion de crise, c'est-à-dire à l'existence de procédures de gestion, de remontée d'informations, de partage. Et vous l'avez compris, notre préoccupation sur la comitologie croisait notre préoccupation sur les remontées d'informations et leur efficacité. Nous avons insisté dans nos préconisations sur la nécessité de la communication en temps réel, pas uniquement sur les questions de sécurité, même si ça a été beaucoup fait avec les QR codes dans la presse, etc. Et y compris avec l'investissement personnel du préfet de police qui a mené un très grand nombre de réunions d'information dans tous les arrondissements de Paris et au-delà, où des centaines de personnes venaient, parce qu'il y a les riverains, il y a les commerçants, les restaurateurs qui entendent parler d'un système de criblage, de filtrage, de comment, mes clients, etc. etc. Donc nous avons insisté sur cette nécessité d'une communication en temps réel, par tout moyen, y compris dans les sociétés de transport, de manière à ce que les gens sachent s'ils pouvaient prendre telle ligne, pas telle autre, quel est le pont qui va être coupé, pas coupé, comment je fais, est-ce que je peux prendre mon vélo, etc. etc. Donc tout ça doit être fait, nous y avons insisté, je crois que les organisateurs en sont parfaitement conscients, mais nous y avons insisté. Nous avons aussi insisté sur la nécessaire association en amont et information des maires. Parce que, je l'ai dit, il y a beaucoup de communes concernées. Il y a y compris des communes qui ne sont pas directement concernées par les Jeux, mais qui, par exemple, ça nous a été rappelé ce matin par une de nos collègues, qui souhaitent s'assurer qu'il y aura suffisamment de personnes pour surveiller, par exemple, les usagers des plages. Et puis, par ailleurs, parce que la délinquance, pendant les JO, peut continuer. Et donc, comment est-ce que les choses se déroulent pour que tout ça soit pris en compte? Là aussi, on nous a tenu des propos positifs, mais cette nécessaire articulation est sans doute nécessaire, sachant que, je ne crois pas que tu l'aies dit, il y a aussi une mobilisation des réserves opérationnelles, aussi bien de la police que de la gendarmerie, pour venir en renfort de tel ou tel système de protection qui pourrait ne pas être suffisant. On a auditionné aussi les responsables de la justice de Paris et de Bobigny, qui ont de manière assez remarquable anticipé de manière très importante les incidences
que pouvait avoir sur le fonctionnement de la justice la tenue des JO, y compris en termes extrêmement simples d'organisation, de permanence, c'est la période des vacations judiciaires. Et donc, en insistant auprès d'eux, mais il semble que ce n'était pas nécessaire, sur la question de la prise en compte et du traitement des violences intrafamiliales et des violences sexuelles et sexistes. De la même manière, nous avons préconisé qu'il y ait des points d'accès au droit qui soient encore ouverts pendant cette période estivale, car il y aura tout de même 13 ou 14 millions de visiteurs, c'est-à-dire 7 fois plus que les Parisiens, si tant est que les Parisiens soient tous là, et y compris en préconisant la mise en place de commissariats mobiles près d'un certain nombre de sites, ce que fait déjà la préfecture de police près du Champ de Mars parfois, de manière à ce qu'un touriste qui se voit ou agressé ou dérober ses papiers puisse, de manière assez simple, trouver une solution. Si je l'évoque à cet instant, c'est parce que pour la justice, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'un touriste coréen qui est ici et qui est victime de quelque chose et qui ou auteur et qui doit donc se retrouver à être partie civile dans une procédure, on ne peut pas lui dire revenez dans 6 mois. Donc tout ça doit être adapté. Évidemment, nous avons souhaité que, sachant qu'il est censé arriver à une date, semble-t-il, après les vacances scolaires, l'annonce spécifique sur la cérémonie d'ouverture, qui est un petit peu ce qui concentre les questions et les préoccupations, de manière, à notre sens, un peu disproportionnée, parce que la cérémonie d'ouverture durera une journée, même si l'environnement sera impacté pendant quelques jours en amont, mais qu'en revanche, les sites de compétition qui sont sur l'ensemble de Paris et à l'extérieur de Paris, eux, vont rester installés pendant 2 semaines. Et donc, c'est évidemment sur l'ensemble de ces sujets qu'il faut que les personnes soient suffisamment renseignées sur les restrictions de déplacement, de circulation, etc. etc. Donc, vous l'avez compris, nous avons un regard positif sur tout ce qui a pu être mené. On a noté l'investissement très fort de l'ensemble des structures, de l'État, des collectivités locales. Et nos préconisations ont vocation à optimiser encore l'ensemble de ces travaux. Alors, Agnès l'a dit, il y a des sujets dont on pensait qu'ils seraient peut-être développés. Ça n'était pas le cas. Mais chacun son métier. Donc, effectivement, si les forces de sécurité ont estimé ne pas devoir développer tel ou tel système qui pourtant avait été prévu par la loi, nous leur faisons confiance pour en évaluer la pertinence. Très bien. Je ne sais pas si voilà, vas-y, s'il y a d'autres choses. Ah non. Non. Bon. Non, je n'ai pas d'autres choses à rajouter. C'était extrêmement clair. Peut-être que vous avez des questions. Je ne sais pas si c'est... Bonjour, Pierre Garcia pour la Gazette des Communes. Vous avez évoqué sur la sécurité du quotidien des propos positifs. Je vous cite, qui vous ont été rapportés sur la capacité à finalement assurer un maillage territorial suffisant au quotidien pour l'ensemble des Français, même en dehors des Jeux Olympiques. Quelles sont les preuves concrètes qui vous ont été apportées ? Les preuves concrètes, voilà, nous on a auditionné des responsables de premier niveau. Premièrement, cette préoccupation était évidemment totalement présente à leur esprit, c'est-à-dire l'idée de ne pas déshabiller totalement l'ensemble des collectivités ou des territoires en général des forces de l'ordre était évidemment nécessaire, et ils savent qu'il peut y avoir toute une série de choses. Vous savez, en fait, les Jeux Olympiques commencent le 8 mai. Parce qu'il y a le parcours de la flamme dont on n'a pas parlé, avec un dispositif de sécurité autour qui est extrêmement sophistiqué et robuste. Et donc, cette mobilisation, elle est permanente sur l'ensemble du parcours de la flamme. Donc, en tout cas, ce qui a été établi, c'est que force de sécurité, plus sécurité privée, plus armée, plus réserviste, tout ça fait évidemment un volume
de force de l'ordre au sens large, de force de sécurité au sens large, qui est évidemment très, très important. Et c'est cela qui... mais bon, on a senti une vraie prise en compte de cette question, en tout cas. Et on a peut-être été... Mais on n'a pas ressenti d'inquiétude particulière sur cet aspect particulier. Non, juste Si. pour compléter, il y a deux choses qui... Vas-y. Non, mais tu as tout à fait raison, mais il y a deux choses. C'est-à-dire que nous, on a préconisé aussi d'informer les maires sur les déplacements des forces de l'ordre qui sont engagées dans leur département pour qu'ils puissent effectivement compenser si nécessaire. Le gros sujet qui inquiète beaucoup les maires, c'est notamment ceux qui sont en commune littorale, sur la sécurisation des plages. Et ça, on sait bien que les CRS vont être mobilisés, et les MNS vont être mobilisés à Paris. Aujourd'hui, il y a... MNS... Maître nageur sauveteur. Oui, je sais. Et oui, il y en a qui manifestement seront aussi en bord de Seine. Et donc du coup, ça va être compensé, alors soit par une sécurisation par les sapeurs-pompiers qui interviennent sur certaines plages, soit par des réservistes qui sont en cours de recrutement. Sachant que, comme l'a justement dit Madame de la Gontrie, l'idée c'est que ce soit sur le temps le plus restreint possible, parce que on a une durée longue de Jeux Olympiques, entre effectivement la flamme et la fin des Jeux Paralympiques. Néanmoins, il ne va pas y avoir la même mobilisation tout le temps, à tout moment. Donc l'important, c'est de pouvoir avoir aussi une évolution et que les maires soient tenus au courant pour pouvoir compenser si nécessaire. Après, il y a toujours le sujet aussi de l'investissement des polices municipales et de la complémentarité des polices municipales. Et l'action des polices municipales reste sur le territoire de leur commune. Alors on a mis en place aussi des préconisations pour aider les maires à pouvoir donner des primes exceptionnelles aux policiers municipaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, comme nous l'a soulevé le maire de Saint-Denis, pardon, et que l'on puisse aussi garantir le continuum de sécurité entre les polices municipales et les forces de sécurité qui resteront, pour certaines, sur le territoire concerné. Sachant qu'enfin, il est de la responsabilité des maires et des collectivités d'organiser, en ayant recours eux aussi à de la sécurité privée si nécessaire, toutes les manifestations qu'ils souhaitent sur leur territoire en parallèle de ce qui est officiellement organisé dans le cadre des Jeux Olympiques. Je pense notamment autour de la flamme olympique. Il y a la sécurisation de la bulle de sécurité autour de la flamme et des relayeurs. Ça, c'est le COJO et l'État. Mais après, si, je ne sais pas, le maire de la commune de Mireville, à côté de chez moi, où il y a le château de Pierre de Coubertin, veut organiser un relais avec les jeunes de sa commune ou d'autres personnes, c'est au maire d'organiser la sécurisation avec ses propres moyens. Oui, parce qu'il faut bien voir que le COJO et l'État donc, ne sont en charge, pour les JO, que de la la sécurisation des sites, enfin des manifestations. Mais en revanche, tout ce qui est à côté, y compris ce qu'on appelait les fan zones, mais que là on appelle les clubs 24, c'est de la responsabilité des collectivités. Donc c'est aussi comme ça que du coup les forces de sécurité intérieure ne sont pas mobilisées pour ça, alors même que rien qu'à Paris, il y aura 16 zones club 24. Bonjour, Antoine Meillan pour l'AFP. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'aspect vidéoprotection intelligente ? Vous avez dit que les systèmes ne seront pas totalement efficaces car mis en place trop tardivement. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dessus et détailler, s'il vous plaît ? Merci. Oui. Alors effectivement, sur la vidéoprotection augmentée, donc la base légale, c'est la loi du 19 mai 2023. Le décret d'application a été pris en août 2023. Mais on voit bien que... comme c'est une expérimentation, il faut un comité qui fasse le suivi. C'est le fameux comité Vigouroux qui, lui, s'est mis en place courant... Fin février, début mars dernier, donc on voit que c'est extrêmement tardif. L'enjeu pour la vidéoprotection intelligente, c'est qu'il faut entraîner les algorithmes à des situations pour pouvoir être sûr de tomber juste le jour et que les images qui sont soumises aux algorithmes et donc correspondent bien aux événements prédéterminés. Et il faut bien cibler où on met les caméras, comment on entraîne les algorithmes, est-ce que les bons événements prédéterminés sont efficients, opérationnels, etc. On voit, et de ce que l'on a testé, que aujourd'hui, on a vu qu'un test extrêmement limité sur 6 caméras à la sortie de l'Arena
à Bercy, merci, où avait lieu le concert de Dépêche Mode, et pour 4 événements prédéterminés, c'est-à-dire des voitures qui n'allaient pas dans le bon sens, des gens qui entraient dans des zones qui n'étaient pas prévues, etc. Nous, on considère que par rapport à ce que nous avions voté et ce qui avait été les perspectives qui ont été portées au moment du vote de la loi, on est loin de ce qui des enjeux et on est loin de l'objectif qui avait été fixé. Et donc on perçoit que en fait la vidéoprotection augmentée ne sera pas optimum au moment des Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques seront en fait la base d'une expérimentation, un beau terrain de jeu, un très grand terrain de jeu pour expérimenter réellement cette vidéoprotection augmentée. Donc en fait, les Jeux Olympiques ne seront pas la finalité de la vidéoprotection augmentée, mais le moment de tester réellement l'utilité de cette nouvelle technologie. Et les scanners à ondes millimétriques, nous on pensait que ça aiderait aussi parce que ça permettrait rapidement et tout ça, l'objectif que ce soit de la vidéoprotection augmentée ou que ce soit des scanners à ondes millimétriques, ce qui avait été vendu entre guillemets, c'est que ça allait libérer des forces de l'ordre. Parce qu'au lieu d'être derrière des caméras, au lieu de faire des palpations à l'entrée des sites, eh bien la technologie permettait de libérer un certain nombre de forces. Donc il faudra compenser par plus de forces de sécurité intérieure ou de sécurité privée ce défaut d'outils technologiques au point. Ces scanners ne seront pas utilisés. Des scanners, non. Aucune utilisation des scanners à ondes millimétriques. Est-ce que vous avez abordé, je crois que oui, la question du risque de mouvements sociaux, notamment dans les transports, et à quel point ils sont pris en compte, à quel niveau et à quel degré est le risque selon vos interlocuteurs, et comment quelles sont vos préconisations sur cet aspect ? Alors, on n'a pas fait de préconisation sur la gestion des mouvements sociaux. Ça tombe bien, parce que ça aurait été sans doute un petit peu prétentieux ou ambitieux. En revanche, on a bien vu comment est-ce que les choses étaient anticipées ou évitées, avec la question, par exemple, des primes que le ministre de l'Intérieur a annoncées concernant les policiers, et dont il est question qu'elles soient étendues à d'autres métiers qui sont impliqués de la même manière. En revanche, et c'est pour ça que je souriais, parce que je pensais que c'était ça, mais pas du tout, on a demandé et obtenu le fait qu'il y ait dans Paris une zone où seraient possibles les manifestations autorisées, comme c'est fait pour les COP ou voilà, donc ou les G20, enfin bon, pour que le droit de manifester soit néanmoins possible à exercer pendant cette période. On n'a pas eu, cela étant, de remontée d'inquiétude massive. Au début, un petit peu, on avait les polices municipales qui étaient un peu revendicatives. Voilà, mais parce qu'en fait, bon, encore une fois, on était en novembre ou décembre. Ils n'y voyaient pas clair, donc ils mettaient un peu la pression pour que les choses se clarifient, pour savoir comment tout ça allait s'organiser, et qu'est-ce qu'on va faire, et bon, voilà. Donc c'était une période qui était un petit peu d'incertitude et donc d'anxiété par rapport à ça. Il nous semble que les choses sont à peu près rentrées dans l'ordre. Bon, après, c'est vrai que c'est pas notre mission, mais j'ai entendu le ministre des Transports dire qu'il n'y avait aucun problème, il n'y aurait aucun mouvement, donc moi, tout va bien. Cette zone, donc c'est une zone... Cette zone dans Paris réservée aux manifestations, vous avez plus de détails sur ce que ce sera Si vous voulez, déjà, on a demandé qu'il y en ait une et on nous a dit oui, on n'a pas demandé l'adresse. Mais voilà, non, mais c'est quelque chose, encore une fois, qui a déjà été utilisé. G7, G20, COP, etc. Donc, j'ai une petite idée sur l'endroit où ça va atterrir, mais ce n'est pas une information, c'est une intuition. Concernant le risque terroriste, est-ce que vous avez travaillé sur la capacité qui va être la nôtre à identifier le profil de chaque personne qui va contribuer notamment à la sécurité, et est-ce qu'on va pouvoir concrètement, d'ici les Jeux Olympiques, s'assurer que toutes les personnes qui devraient être écartées pour des raisons diverses le soient ? Oui, effectivement, et c'était un des sujets aussi des discussions qu'on a vues dans la loi, donc ça rentrait parfaitement dans le spectre de notre mission, c'est la question du criblage en amont des personnes qui interviendront dans le cadre de cette sécurisation des Jeux Olympiques. Alors, il y a le criblage aujourd'hui, l'enjeu c'est 1 million de personnes criblées,
200 000 l'ont déjà été. Le ministre a annoncé que, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais que je crois que 1500, 1600 personnes avaient déjà été écartées parce que comportant des risques ou étant fichées, notamment fichier S. Il reste encore 800 000 personnes à cribler et une de nos préconisations, c'est d'aller assez vite sur ce criblage pour pouvoir effectivement être certaine des forces qui seront disponibles et faire en sorte que on ait une certaine sécurisation, d'autant plus que dans la loi, on avait élargi le criblage à toutes les personnes qui iraient dans les clubs 24 et notamment aux intérimaires dans les transports publics. C'était une demande forte parce que c'est vrai qu'on voit bien que la demande, notamment d'IDFM et de SNCF et RATP, va être d'augmenter pendant cette période des Jeux Olympiques, le nombre des personnels qui seront à la fois chargés de la sécurisation dans les transports, mais aussi chargés de conduire, de l'accueil, etc. Donc le criblage est en cours. Et alors l'autre vertu du criblage, et c'est pour ça que nous demandons à ce que ce soit fait le plus rapidement possible, pour pas qu'il y ait d'embolisation du SNEAS, qui est l'autorité qui assure ce criblage au dernier moment, c'est de permettre aussi de cribler rapidement tous les agents de sécurité privée pour être certain qu'il n'y ait pas de doublons. Parce qu'on sait que 97% des lots ont été attribués. Reste à savoir maintenant, on sait aussi que ceux qui ont répondu aux appels d'offres, notamment du COJO en matière de sécurité privée, ce sont des petites entreprises de sécurité privée et pas les grosses qui ont leurs propres clients, donc n'ont pas voulu perdre ces clients-là pour intervenir dans le cadre des Jeux Olympiques. Et donc aujourd'hui, on voudrait être sûr qu'il n'y a pas, comme ce sont des vacations de personnel de sécurité privée, que certaines personnes qui sont dans leur fichier ne soient pas dans le fichier du voisin aussi ou d'une autre entreprise et qu'il n'y ait pas de doublons. Parce qu'un des risques en matière de sécurité privée qu'on a identifié très rapidement, c'est le no-show, c'est-à-dire que les entreprises n'aient pas les personnels qu'elles espéraient le jour et que du coup elles ne puissent pas être au rendez-vous. Et ça, il faut l'anticiper le plus possible pour permettre à l'armée de compenser et donc de s'organiser dans la sorte. Juste vous parlez de recrutement, est-ce que vous avez identifié des problématiques de recrutement, notamment en matière de sécurité privée? Est-ce qu'il y a des difficultés à trouver suffisamment de monde pour sécuriser l'événement? Aujourd'hui, dès lors que 97% des lots sont attribués, on laisse penser que le recrutement est à la hauteur des besoins et que les entreprises qui se sont engagées ont recruté. Il y a eu une inquiétude forte au début de nos travaux vers le mois de décembre, janvier. Et puis, il y a eu une grosse mobilisation de tous les acteurs et même des acteurs autour de l'emploi. Je pense à France Travail, missions locales sont beaucoup mobilisées pour amener des personnels. Quand nous avons fait une demi-journée de formation d'agents de sécurité privée avec Madame de la Gontrie, on a vu le niveau aussi d'exigence pour leur permettre d'avoir la qualification donc, du CQPM grand événement. Nous pensons que, a priori, les entreprises nous disent qu'elles seront au rendez-vous. Maintenant, nous sommes aussi interrogatives et c'est pour ça que nous attendons véritablement, et nous saurons qu'au dernier moment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un engagement des entreprises privées. Tous les lots, quasiment à 3% près, ont été attribués. Mais le risque que l'on a aujourd'hui, c'est que soit les bases de personnel qu'avaient les entreprises privées soient doublonnées, donc du coup, elles n'aient pas le niveau de personnes suffisantes, soit que ces personnes, au dernier moment, considèrent que c'est trop compliqué de venir le jour J à tel endroit parce qu'ils ne savent pas comment ils vont se déplacer, parce qu'ils ne savent pas comment ils vont être logés, parce qu'ils ne savent pas comment ils vont être nourris. C'est pour ça aussi que nous avons eu des préconisations pour que les entreprises de sécurité privée puissent connaître très vite et très tôt où elles vont être utilisées et sur quel site, à quel moment et en quelle intensité pour pouvoir anticiper, rassurer et éviter le no-show au maximum. Bonjour, Boris Cassel, Que Choisir. Je voulais savoir, pour gérer les crises, vous indiquez que vous appelez à la création de billets infalsifiables, aisément contrôlables et intelligents. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est quoi un billet intelligent? Alors, les billets intelligents, ils existent déjà. Comme le dit Madame de la Gontrie, il faut qu'ils soient généralisés. C'est des billets qui évoluent qui sont informatisés,
et qui sont dans un système qui fait qu'ils évoluent et ils peuvent être modifiés si besoin. Ils peuvent permettre de transmettre de l'information en direct via des SMS, via à celui qui est titulaire du billet, et ils permettent de contrôler avec une certaine sécurisation que le billet est bien attribué à la bonne personne. C'est des préconisations qui ont été faites suite à la commission et à la mission d'information, suite à la Champions League et au raté de Liverpool. Donc il y a manifestement, alors là moi je ne suis pas une grande technicienne, donc je ne peux pas vous dire très précisément, mais c'est plus des billets papier, c'est des billets qui sont forcément numériques, c'est des billets qui évoluent pour éviter qu'ils puissent être falsifiés, c'est des billets qui permettent de transmettre de l'information en live et en direct aux personnes, et c'est des billets qui sont infalsifiables. Est-ce que la billetterie actuelle, elle vous satisfait ou pas? J'ai pas compris en fait si c'était une préconisation qui avait été prise en compte. Oui, par le c'est vrai que COJOP la ou pas. formulation est peut-être un peu ambiguë. Ce qu'on demande, c'est que ce soit généralisé, parce que ça a été mis en place pour un certain nombre de sites, et comme ça nous paraît une très bonne idée, on a demandé que ce soit général. Tous les sites de compétition. Aussi bien à Châteauroux pour le tir, dans tous les stades où il y aura les compétitions de foot, Pas simplement au Stade de et France. pas simplement au Stade de France ou à Roland-Garros, qui sont les deux grands pôles, effectivement. Et le COJO vous a dit que c'était techniquement faisable en si peu de temps ou pas? On n'a pas de réponse. On a fait une préconisation, on leur a dit qu'il fallait pour nous, ça paraît être un incontournable. Je sais qu'ils y travaillent. Maintenant, est-ce que ça sera prêt? C'est pas moi il faut leur poser la question. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci.